Curtis Johnson, un milliardaire de 74 ans, a prétendu être atteint d'un cancer en phase terminale pour tester sa propre famille. Il voulait savoir qui tenait réellement à lui. Mais rien ne l'avait préparé à ce qui allait suivre. Les réactions de sa femme et de ses enfants pendant cette période de mensonges ont révélé des vérités si cruelles que Curtis a pris une décision qui allait changer à jamais le destin de sa fortune. Curtis regardait par la fenêtre de son manoir à Atlanta, observant les voitures de luxe alignées dans l'allée. À 74 ans, il avait bâti un véritable empire technologique. Mais un vide profond s'était installé dans sa poitrine. Ces derniers mois, il avait tenté de parler de ses sentiments à sa famille, mais il était toujours ignoré ou coupé. « Papa, on en parle plus tard, j'ai une réunion importante », lançait Chris, son fils aîné, toujours pressé, obsédé par les affaires. « Curtis, mon chéri, tu dramatises. »« Parlons de quelque chose de plus joyeux », répondait Angela, sa femme, en détournant le regard dès qu'il évoquait sa solitude. Seule Octavia, sa Benjamine de 28 ans, prenait le temps de l'écouter. Elle travaillait discrètement dans un centre communautaire, un détail que personne dans la famille ne connaissait. Pour eux, Octavia n'était que la fille calme, sans grandes ambitions. Cet après-midi-là, Curtis convoqua son avocat, Philip Ellis, et sa médecin personnelle, la docteure Monique Harris, pour une réunion confidentielle dans son bureau. « Philippe, j'ai besoin de ton aide pour quelque chose d'inhabituel, » dit Curtis en refermant la porte. « Je veux faire semblant d'être gravement malade. » Philippe fronça les sourcils. « Curtis, tu vas bien? Pourquoi faire ça? » « Parce que si je mourais aujourd'hui, seuls mes comptes bancaires seraient à pleurer, » répondit Curtis, la voix pleine d'amertume. « Je veux savoir qui m'aime vraiment, ici. » La docteure Monique hésita. « Curtis, c'est très sérieux, ce que tu proposes. Faire croire à un cancer en phase terminale. C'est exactement ce que je vais faire. Tu annonceras un cancer avancé. Il me reste quelques mois à vivre. Je ne fais confiance qu'à vous deux. Aidez-moi. » Après de longues discussions, Philippe et Monique finirent par accepter. 3 jours plus tard, la nouvelle de la maladie de Curtis se répandit dans la maison. Les réactions ne se firent pas attendre. « Oh mon Dieu, papa! Quelle horreur !» s'écria Simone, sa fille du milieu, avant de chuchoter à Darius. « Tu crois qu'il a déjà fait son testament ?» Chris, 45 ans, prit son père dans une étreinte un peu trop théâtrale. « Papa, on va se battre ensemble. L'entreprise a besoin de toi. » Mais Curtis remarqua déjà son regard qui glissait vers les papiers sur la table, en train de faire ses calculs. Darius, 42 ans, fut plus direct. « Papa, si t'as besoin de quoi que ce soit, je suis là. Tu sais que tu peux compter sur moi. » Mais dans le couloir, Curtis l'entendit au téléphone. « Oui, c'est vrai. Cancer en phase terminale. Il est temps d'accélérer certains projets. » Angela pleura devant tout le monde, mais Curtis sentit que ses larmes étaient forcées. « Mon amour, je vais m'occuper de toi jusqu'au bout, » dit-elle, en évitant soigneusement son regard. Seule Octavia réagit autrement. Elle s'agenouilla au pied du lit de son père et lui prit la main, les larmes aux yeux. « Papa, je reste avec toi. Peu importe ce qui arrive, » dit Octavia, la voix tremblante. « Tu ne seras pas seul, pas une seule minute. » Cette nuit-là, tandis que Curtis feignait de dormir, il entendit des rires venant de l'étage inférieur. C'était comme s'il se sentait déjà libéré de sa présence. Simone riait aux éclats en racontant des blagues, tandis que Chris évoquait les voyages qu'il comptait faire une fois que tout ça sera fini. Angela, au téléphone avec quelqu'un, disait « Il n'en a plus pour longtemps, de toute façon. » Curtis ferma les yeux, le cœur lourd. Une vraie douleur. Celle de la déception. Seule Octavia dormait sur le fauteuil à côté de son lit, veillant sur lui au cas où il aurait besoin de quoi que ce soit pendant la nuit. Le test avait commencé, et les premiers résultats étaient déjà clairs comme de l'eau de roche. Une semaine après le faux diagnostic,
Le manoir des Johnson était devenu un véritable champ de bataille. Curtis continuait à simuler un affaiblissement progressif, tout en observant, impuissant, sa famille révéler son vrai visage. Chris avait pris le contrôle de l'entreprise sans même demander l'avis de son père. « Papa a besoin de repos. Je gère les affaires à partir de maintenant », annonça-t-il aux employés. En quelques jours à peine, il avait dépensé des milliers de dollars dans des soirées pour des clients, s'était offert une nouvelle voiture de sport et avait validé des projets coûteux sans consulter personne. « Chris, tu ne crois pas que tu vas un peu trop loin ?» demanda Octavia, inquiète. « Octavia, tu ne comprends rien aux affaires. Laisse-moi faire, » répondit-il avec arrogance. « Papa a toujours voulu que je prenne la relève, de toute façon. » Darius n'était pas en reste. Il avait commencé à vendre les propriétés de son père sans aucune autorisation, allant jusqu'à falsifier sa signature sur les documents. « Je dois liquider quelques investissements pour financer ces traitements », mentit-il à un agent immobilier, tout en empochant l'argent. Quand Octavia l'apprit, elle le confronta. « Darius, comment peux-tu faire ça? Papa ne sait même pas que tu as vendu le terrain à Buckhead. »« Écoute-moi bien, Octavia. T'as aucun pouvoir ici. Tu joues les petites saintes. Mais quand papa mourra, tu voudras ta part, comme tout le monde, » cria-t-il, furieux. « Au moins moi, je suis honnête sur ce que je veux. » Simone, quant à elle, entama une guerre ouverte avec sa mère au sujet des bijoux et des propriétés. « Maman, ce bracelet en diamant m'irait parfaitement. Papa disait toujours que j'étais la plus belle de ses filles. »« Simone, ton père est encore en vie. Comment pouvez-vous parler comme ça ?» répondit Angela, avant d'ajouter, un peu hésitante, « Et ce bracelet, il me reviendra, quand tout ça sera terminé. » Les deux femmes se disputaient chaque jour sur qui hériterait de quoi, mesurant les bijoux, dressant des listes, comme si Curtis était déjà mort. Mais le pire était encore à venir. Octavia découvrit que sa mère le trompait. Un jour, en rentrant plus tôt du centre communautaire où elle travaillait en secret, elle vit un jeune homme musclé sortir par la porte de derrière. « Maman, c'était qui cet homme ?» demanda-t-elle, méfiante. « Oh, c'était Tyrone, mon nouveau chauffeur personnel, » répondit Angela, visiblement nerveuse. « Avec ton père malade, j'ai besoin de quelqu'un pour m'accompagner. » Mais Octavia n'était pas dupe. Elle voyait bien comment sa mère se faisait belle avant de sortir avec le chauffeur, et comment elle rentrait avec le rouge à lèvres effacé et les cheveux en désordre. Angela trompait Curtis au moment même où il avait le plus besoin d'elle. Pendant ce temps, Octavia continuait à s'occuper de son père avec un amour sincère. Elle dormait à même le sol, à côté de son lit, se levait en pleine nuit pour lui donner ses faux médicaments, lui lisait des livres et lui massait les mains quand il disait qu'elle lui faisait mal. « Octavia, ma fille, tu n'es pas obligée de faire tout ça, » disait Curtis, ému par tant de dévouement. « Bien sûr que si, papa. Tu as tout fait pour nous toute ta vie. C'est à mon tour de prendre soin de toi, » répondait-elle en replaçant les oreillers. Devant la froideur qui régnait dans la maison et l'avidité de chacun, Octavia prit une décision difficile. Elle hésita un instant devant la porte, mais savait que si son père restait là, son cœur finirait par mourir, même sans maladie. « Papa, tu me fais confiance ?» demanda Octavia en lui prenant la main. « Avec ma vie, ma fille. »« Alors viens avec moi. Je connais un endroit où tu seras entouré de gens qui prennent vraiment soin des autres. » Ce soir-là, Octavia emmena Curtis au centre communautaire Martin Luther King Jr., dans le quartier de West End, où elle travaillait en secret depuis des années. C'est là qu'elle passait ses après-midi, à servir des repas aux sans-abri et à s'occuper des personnes âgées du quartier. « Octavia, c'est quoi cet endroit ?» demanda Curtis, surpris. « C'est là où je travaille, papa. Ici, les gens prennent vraiment soin les uns des autres. » Pour la première fois depuis des semaines, Curtis sourit sincèrement. Au centre communautaire, Curtis fut accueilli comme un membre de la famille. Madame Marlène, une dame de 80 ans, insista pour lui préparer sa soupe préférée.
Mon fils, tu as l'air d'avoir besoin d'un bon câlin, dit-elle en l'enlaçant tendrement. Un geste que Curtis n'avait pas reçu depuis des mois. Les bénévoles du centre ne savaient pas qui il était, mais ils le traitaient avec une bienveillance sincère. « Monsieur Curtis, ça vous dirait une petite partie de domino ?» proposa Miguel, un jeune qui animait les activités. « Le temps passe plus vite comme ça. » James, le directeur du centre, présenta Curtis au groupe. « Les amis, voici le père de notre chère Octavia. Donnons-lui un accueil chaleureux. » Tous furent touchés de rencontrer le père de Octavia, qui était aimé de tous. « Monsieur Curtis, votre fille est un ange. Elle a sauvé ma famille quand on n'avait plus rien à manger, » dit Sarah, une mère célibataire. « Octavia a appris à lire à mon petit-fils. Il n'y arrivait pas à l'école, mais elle a su lui donner du temps et de la patience, » raconta M. Williams, les larmes aux yeux. Curtis était bouleversé de découvrir que Octavia passait tant de temps à aider ces gens, sans jamais en avoir parlé à la maison. Pendant 3 jours, il fut entouré par des personnes qui à peine le connaissaient, mais qui le traitaient comme l'un des leurs. La 3e nuit, Curtis demanda à Octavia de le rejoindre seul dans le jardin du centre. « Octavia, ma fille, je dois te dire quelque chose de très important, » dit Curtis en lui prenant les mains. « Assieds-toi, je t'en prie. » Octavia, inquiète, s'assit. « Qu'est-ce qu'il y a, papa? Tu as mal quelque part ?» Curtis inspira profondément. « Octavia, je n'ai jamais été malade. Tout ça était un plan. » Octavia resta figée, tentant de comprendre. « Comment ça, papa? » « J'ai simulé un cancer pour savoir qui, dans cette famille, m'aimait vraiment. C'est la docteure Monique et Philippe qui m'ont aidé. J'avais besoin de connaître la vérité, » expliqua-t-il lentement. Octavia se leva, sous le choc. « Tu m'as fait croire que tu allais mourir. J'ai dormi par terre pour toi. J'ai pleuré toutes les nuits, persuadé de te perdre. Je sais, ma fille, et je suis désolé. Mais tu es la seule à avoir montré un amour sincère, la seule à m'avoir aimé pour ce que je suis, pas pour mon argent, » dit Curtis, les yeux remplis de larmes. Octavia pleura entre colère et soulagement. « Papa, c'était cruel, mais je comprends pourquoi tu l'as fait. J'ai vu comment il te traitait. Merci de me pardonner, Octavia, et merci de m'avoir amené ici. Dans ce lieu, j'ai retrouvé quelque chose que j'avais perdu depuis longtemps. Des gens qui se soucient vraiment. » Le 4e jour, Curtis décida qu'il était temps de rentrer à la maison et de faire face à sa famille. Octavia tenta de l'en dissuader, mais il était déterminé. « Il est temps de leur montrer qui je suis vraiment, » dit Curtis, marchant d'un pas ferme jusqu'à la voiture. De retour au manoir, Curtis monta les escaliers comme si jamais il n'avait été malade. Le silence fut la seule réponse possible face à cette vérité désormais dévoilée. « Curtis !» cria Angela depuis le rez-de-chaussée. « Curtis, tu marches !» Chris, Darius et Simone accoururent, alertés par les cris. En voyant leur père monter les marches avec aisance, chacun réagit à sa façon. Simone s'évanouit sur le coup. Darius resta figé, la bouche grande ouverte. Chris tenta de garder son calme, mais ses mains tremblaient visiblement. Angela courut vers Curtis pour l'enlacer. « Mon amour, c'est un miracle, tu es guéri !» Curtis l'écarta doucement. « Angela, ne me touche pas. Il faut qu'on parle, tous ensemble. » Il entra dans le salon et s'installa dans le fauteuil principal, avec toute l'autorité émotionnelle qu'il avait toujours caractérisée. « Asseyez-vous tous. J'ai quelque chose à dire, et vous allez m'écouter jusqu'au bout. » La famille s'assit, encore sous le choc, ne comprenant pas ce qui se passait. « Je n'ai jamais été malade. Tout ceci était un test, et vous avez tous lamentablement échoué. » Le silence dans le salon était assourdissant. Curtis regardait chacun de ses enfants et Angela, son visage empreint d'une profonde tristesse et d'une déception douloureuse. « Comment avez-vous pu me faire ça ?» commença-t-il, d'une voix ferme,
mais chargé d'émotions. Vous m'avez enterré vivant. Et vous vous demandez pourquoi vous n'hériterez de rien? Chris fut le premier à essayer de se justifier. Papa, je voulais juste m'occuper de l'entreprise pour toi. Je ne savais pas que c'était un test. Mensonge, Chris. Tu as dépensé un demi-million de dollars en frivolité en une semaine. Tu appelles ça s'occuper de l'entreprise? Rétorqua Curtis. Darius paniqua. Papa, je ne pensais pas que c'était aussi grave. J'ai vendu ces propriétés pour payer tes traitements. Tu as falsifié ma signature, Darius, et tu as encaissé l'argent. Octavia m'a tout raconté, répondit Curtis, en désignant sa fille cadette. Simone éclata en sanglots. Papa, j'ai été influencé par mes frères. Je ne voulais pas te blesser. Simone, toi et ta mère avez mesuré mes bijoux comme si j'étais déjà mort. Vous avez dressé la liste de mes biens. Angela tenta de s'approcher à nouveau. Curtis, mon amour, je t'ai toujours aimé. Ce qu'il s'est passé avec Tyrone ne voulait rien dire. Curtis se leva brusquement. Ah bon, tu l'avoues donc? Tu reconnais qu'alors que j'étais censé mourir, tu étais dans les bras d'un autre homme? La pièce explosa en cris, en supplications, mais Curtis leva la main pour réclamer le silence. Assez. Vous avez tous eu votre chance de montrer qui vous êtes vraiment. Et vous l'avez fait. Curtis se tourna vers Philip Ellis, qui venait d'entrer avec un dossier à la main. « Philippe, exécute ce que nous avons prévu », ordonna Curtis. « Angela, vous avez 1 semaine pour quitter cette maison. La procédure de divorce est déjà en cours, » annonça Philippe. Angela s'évanouit sur le canapé. « Chris et Darius, vous êtes renvoyés de l'entreprise et démis de toutes vos fonctions. Vous ne toucherez pas un centime de l'héritage, à moins de prouver que vous avez changé et que vous méritez une seconde chance. « Papa, je t'en supplie !» cria Chris. « Simone, toi non plus. Rien, tant que tu n'auras pas montré que tu peux devenir une meilleure personne. » Philippe poursuivit la lecture du document. Toutes les propriétés restantes, ainsi que le contrôle total de la Johnson Tech, sont transférées à Octavia Johnson, qui devient officiellement PDG à compter de ce jour. Octavia, stupéfaite. « Papa, je ne suis pas sûre d'être prête. »« Tu l'es, ma fille. Tu l'as toujours été. La jeune femme que personne n'écoutait est aujourd'hui celle que tout le monde va respecter. » Dans les jours qui suivirent, Octavia prit la tête de l'entreprise avec humilité et détermination. Elle rappela tous les employés injustement licenciés par Chris. « Enfin quelqu'un qui respecte ce qu'on a bâti ici, » dit Martha, la secrétaire de Curtis depuis 20 ans. « Il est temps de reconstruire ce que l'égoïsme a détruit », déclara Octavia à ses collaborateurs lors de sa première réunion en tant que PDG. Avec l'aide des anciens employés fidèles, Octavia restructura l'entreprise, supprima les dépenses inutiles créées par Chris et lança de nouveaux projets sociaux. Elle créa un fonds pour les jeunes entrepreneurs noirs et établit des partenariats avec plusieurs centres communautaires à travers Atlanta. Curtis, enfin en paix, partageait désormais son temps entre l'entreprise et le bénévolat au centre communautaire Martin Luther King Jr. Il servait des repas, jouait au domino avec les aînés et racontait des histoires aux enfants. « Monsieur Curtis, on dirait que vous avez rajeuni », lança Madame Marlène en lui servant sa soupe préférée. « C'est parce que je sais désormais qui m'aime vraiment, Madame Marlène », répondit Curtis en souriant. Pendant ce temps, Chris avait du mal à retrouver un emploi. Sa réputation était ternie. Darius dut vendre son appartement de luxe pour rembourser ses dettes. Simone s'installa dans un petit logement et travailla pour la première fois de sa vie. Angela quitta Atlanta avec Tyrone, mais celui-ci l'abandonna dès qu'il apprit qu'elle n'avait plus accès à l'argent de Curtis. 6 mois plus tard, Octavia avait transformé la Johnson Tech en l'entreprise la plus respectée d'Atlanta, connue autant pour sa rentabilité que pour ses initiatives sociales. Elle fit la couverture du magazine Forbes, consacrée comme la PDG la plus jeune et influente du Sud. Lors du lancement du plus grand projet social de l'entreprise,
Octavia prononça un discours émouvant. « Mon père m'a appris que la véritable réussite se mesure au bien qu'on fait aux autres, pas à ce qu'on accumule pour soi-même. » Curtis, au premier rang, l'applaudissait, les yeux pleins de larmes. Cette fille que tout le monde croyait insignifiante s'était révélée la plus sage de toutes. Ce soir-là, père et fille dînèrent au centre communautaire, entourés de leur vraie famille, des gens simples qui les aimaient pour ce qu'ils étaient, et non pour ce qu'ils possédaient. Octavia avait prouvé que le véritable amour peut tout transformer, même un empire. Si cette histoire vous a touché d'une manière ou d'une autre, laissez-nous un commentaire ci-dessous. Qui, dans votre vie, mérite votre confiance les yeux fermés? Partagez cette vidéo avec quelqu'un de spécial. Peut-être que cette personne a besoin d'entendre cette leçon elle aussi.